Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue aux 20h de ce 10 décembre 2020 sur Reflet d'Afrique Télévision. Au sommaire de ce journal, enseignement secondaire, le professeur Pauline Nalova-Yonga hausse le ton. Dans un communiqué signé récemment, elle déploie près de 1000 enseignants du secondaire sur le terrain, tout en leur demandant de se présenter au département des ressources humaines du ministère dans les 14 jours qui suivent. Faute de se présenter avec des documents justifiant leur situation administrative actuelle, elle a menacé de prendre des mesures disciplinaires à leur égard. Le président régional du Social Democratic Front pour le littoral, l'honorable Jean-Michel Nitieux, a rendu public le 2 décembre 2020 une série de dénonciations à l'encontre du ministre de la Santé, Manaouda Malachi, des accusations que le patron de la santé camerounaise déclare tout simplement mensongères. Nous ferons le point dans ce journal. Au Nigeria, 10 000 personnes sont estimées mortes en détention depuis 2011. C'est ce que le rapport de 67 pages publié mardi dernier par Amnesty International. Ce rapport décrit la double peine que subit la population persécutée par des djihadistes et des personnes âgées confrontées aux violences de Boko Haram. Voilà pour les titres de ce journal. Les détails dans un instant. Enseignement secondaire, nous le disions en titre, le professeur Pauline Nalova-Yonga hausse le ton. Dans un communiqué signé récemment, elle déploie près de 1000 enseignants du secondaire sur le terrain, tout en leur demandant de se présenter au département de ressources humaines de ce ministère dans les 14 jours qui suivent. Faute de se présenter avec des documents justifiant leur situation administrative actuelle, elle a menacé de prendre des mesures disciplinaires à leur égard. Il est également noté que plus de 80% de ces enseignants qui ont abandonné leurs fonctions sont originaires des régions agitées du nord-ouest et du sud-ouest. L'édition de la Journée internationale des droits de l'homme s'est célébrée ce jeudi, effectivement, sur un thème assez évocateur, à mieux défendons les droits de l'homme, un thème qui met ainsi un accent sur la nécessité de reconstruire la fin de la crise sanitaire de la Covid-19 à laquelle le monde est confronté depuis quelques mois. Cette journée a été adoptée le 10 décembre 1948 au cours de l'Assemblée générale des Nations unies. Liliane Fogem, le reportage. Considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements. Appliquer les normes relatives aux droits de l'homme pour lutter contre les inégalités, l'exclusion et la discrimination sont les objectifs de la 72e édition de la Journée internationale des droits de l'homme qui s'est célébrée ce jeudi sous le thème « Reconstruire en mieux défendant les droits de l'homme ». Ce thème met ainsi l'accent sur la nécessité de reconstruire en mieux en veillant à ce que les droits de l'homme soient au cœur des efforts de relèvement au regard de la crise sanitaire de la Covid-19 que le monde traverse actuellement. L'Organisation des Nations Unies a ainsi souhaité promouvoir des actions porteuses de transformation et à présenter des exemples pratiques et inspirants susceptibles d'aider l'humanité à se remettre de la crise. C'est dans cette optique que cette organisation a créé une législation internationale relative aux droits de l'homme qui est aussi l'une de ses plus grandes réussites. Elle a également appuyé les négociations de plus de 70 traités et déclarations relatives aux droits de l'homme, dont beaucoup énoncent les droits de groupes vulnérables comme les femmes, les enfants, les personnes handicapées, les minorités et les groupes autochtones. On rappelle que c'est le 10 décembre 1948 que l'Assemblée générale des Nations unies a adopté cette journée pour proclamer les droits inaliénables de chaque individu en tant qu'être humain, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou toute autre opinion d'origine nationale ou sociale. Cependant, l'éducation aux droits de l'homme contribue de manière essentielle à prévenir à long terme les atteintes aux droits de l'homme et à réaliser une société juste dans laquelle les droits de tous ont une valeur et sont respectés.
Toujours dans le cadre de la célébration de cette journée, les violences et les assassinats, pour ne citer que cela, sont des atteintes auxquelles les populations de la région de l'extrême nord et des régions anglophones du Cameroun sont confrontées depuis quelques années. Des situations qui laissent songeur plus d'un observateur des faits sociaux camerounais. De quoi pousser Liliane Foggen à se poser une question fondamentale. Les droits de l'homme sont-ils respectés au Cameroun? Tentative. Reconstruire en mieux défendant les droits de l'homme. Un thème fort évocateur qui renvoie aux libertés et les droits fondamentaux inaliénables de l'homme. Les inégalités, l'exclusion, le racisme et la discrimination sont des facteurs les plus répandus dans le monde. Le Cameroun n'est pas épargné. Les atteintes les plus importantes portées aux droits de l'homme dans le pays seraient le tribalisme, les assassinats et autres exactions de Boko Haram dans la région de l'extrême nord et les séparatistes dans les régions anglophones. Des enlèvements, des décapitations, l'immolation des personnes et la destruction des biens par le feu sont les atteintes auxquelles les populations de ces parties du pays sont confrontées depuis quelques années déjà. L'implication des membres des forces de sécurité dans les actes de torture, des détentions arbitraires prolongées, des conditions délétères dans les prisons, les limites à la liberté de mouvement, y compris la détention et le harcèlement des journalistes et les violences à leur égard, sont également un sujet de grande préoccupation dans la société camerounaise. Au regard de ce qui précède, peut-on réellement affirmer que les droits de l'homme sont respectés au pays de Paul Biya? En décembre 2016, les experts de l'Organisation des Nations Unies avaient dénoncé tout recours à la violence contre les manifestants et exprimé à plusieurs reprises leurs préoccupations directement après les violences qui ont eu lieu lors des manifestations dans les régions anglophones le 1er octobre dernier. En ce jour où l'on célèbre la Journée internationale des droits de l'homme, inciter le grand public à promouvoir des actions porteuses au regard de l'être humain sans distinction aucune est au centre des préoccupations. Le Premier ministre chef du gouvernement camerounais, le docteur Joseph John Ngouté, s'est rendu ce jour sur le chantier d'Olembe en compagnie des représentants du gouvernement camerounais, donc le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Nassiste Mouelen Kombi. Après plusieurs délais donnés effectivement à la société Nagil Construction, les membres du gouvernement sont venus toucher du doigt l'évolution du complexe sportif afin de savoir si le Cameroun sera effectivement prêt pour organiser la CAN 2022. Il est à noter qu'il y a un an, Nagil citait deux problèmes majeurs au rang desquels le manque de financement et de matériel pour achever le projet avec plus de 90 milliards de dollars. Malgré tous les défauts, le Premier ministre John Ngouté a montré son appréciation et sa satisfaction du travail accompli jusqu'à présent. Le Premier ministre a également appelé les Camerounais à être fiers de ce que le pays a pu produire jusqu'ici. Le 9 décembre dernier, Henri Konan Bédié a mis fin au régime de transition en Côte d'Ivoire proclamé par l'opposition dont il était le président et a proposé un dialogue national. Dans une déclaration faite aux médias, l'ex-président de la Côte d'Ivoire a souhaité que ce dialogue national soit encadré par les organisations internationales. Voilà, nous reviendrons également sur cette information certainement avant la fin de ce journal. Et nous l'annoncions d'ailleurs en titre dans le cadre justement de la lutte contre la Covid-19. Le président régional du Social Démocratique Front pour le littoral, l'honorable Jean-Michel Nithieu, a rendu public le 2 décembre 2020 une série de dénonciations à l'encontre du ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, des accusations que le patron de la santé camerounaise déclare tout simplement mensongères. Nous faisons le point dans ce reportage. La surfacturation, la corruption et le conflit d'intérêts au sein du ministère de la Santé sont des accusations principales faites par l'honorable Jean-Michel Nithieu, député du Social Democratic Front. Cette déclaration a été faite dans un communiqué rendu public le 2 décembre 2020. Alors que les autorités annoncent la résurgence de la Covid-19 au Cameroun, le sujet qui préoccupe le député du Vouri-Est est la gestion des fonds alloués à la riposte de cette pandémie qui s'élève à la somme de 180 milliards de francs CFA.
Dans un volumineux texte publié sur les réseaux sociaux, le parlementaire accuse le ministre de la Santé publique Manaouda Malachi de corruption et détournement de fonds publics autour de l'attribution des marchés d'une valeur de 50 milliards 219 millions 477 924 francs CFA. L'honorable Nietzsche fait notamment remarquer que pour avoir fait un don de 400 sarderies, l'entreprise Orca a bénéficié des marchés de près de 700 millions de francs CFA. Pour lui, un don ne saurait faire l'objet de contreparties car c'est scandaleux. L'opposant interroge par ailleurs la pertinence d'avoir aménagé des hôpitaux secondaires dans les stades plutôt que de renforcer des centres de santé qui pouvaient mieux accueillir les malades de la Covid-19. Cependant, le principal mis en cause, le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, a battu toutes ces accusations en brèche. Pour le responsable politique, ces allégations sont tout simplement mensongères. Pour preuve, a-t-il indiqué à la presse, la dotation financière spéciale dédiée à la lutte contre le coronavirus n'est tout simplement pas encore opérationnelle. Le député n'est tout simplement pas informé, ajoute-t-il. Le ministre, dans sa récente sortie dimanche dernier dans une chaîne privée, a expliqué que tout a été fait dans la transparence pour que les insuffisants rénaux ne manquent pas de médicaments. Après que le député du SDF l'ait accusé de malversation dans le marché spécial de 20 000 kits de dialyse, passé à plus de 756 millions de francs CFA. En ce jour que le monde célèbre la journée internationale de lutte contre la corruption sous le thème « Rétablir avec intégrité, adapter la lutte contre la corruption à la nouvelle normalité », on rappelle que le Cameroun a ratifié le 1er avril 2020 la Convention de l'Union africaine sur la prévention de la lutte contre la corruption, un véritable cancer du progrès de développement. Après le scrutin fort couru du 6 décembre 2020, 900 conseillers régionaux ont été votés au Cameroun et au lendemain de ce scrutin, une question taraude les esprits. Où seront logés les conseillers régionaux? Tentative de réponse dans cet élément de Régine Dangobitek. Où vont loger les conseils régionaux? Cette lancinante question est au cœur des discussions dans les chaumières. Suite au scrutin du 6 décembre qui consistait à élire les conseillers régionaux, selon un décret signé le 7 septembre 2020 par le président de la République Paul Biya, les résultats sont enfin connus et l'on est à présent fixé sur l'identité des 900 conseillers régionaux du pays. Chaque région disposera de 90 conseillers et il se tiendra une session de plein droit à partir du 22 décembre afin d'élire chaque président du conseil et acter le début du mandat des conseillers. Ces institutions ont été prévues depuis 24 ans dans la Constitution et cette première tenue des votes a été annoncée depuis plus d'un an. Mais aucune disposition n'a été prise par l'État pour construire les sièges des conseils régionaux. Serait-ce un manque de planification ou de moyens financiers? Si les autorités administratives du littoral ont déjà choisi la sous-préfecture de Douala 1er comme siège du conseil, qu'en est-il des autres régions? Des sources indiquent que l'État va redéployer plusieurs administrations vers d'autres bâtiments administratifs des régions afin de faire place aux conseils régionaux. Un redéploiement, croit-on, nécessitera des moyens financiers et logistiques supplémentaires pour l'État. Pour l'instant, les conseils régionaux devront utiliser les locaux administratifs avant que l'État ou les régions elles-mêmes ne se dotent de leur propre siège. Je le disais il y a quelques secondes, le 9 décembre dernier, Henri Konan Bédié a mis fin au régime de transition du côté de la Côte d'Ivoire, proclamé par l'opposition dont il était président, et a proposé un dialogue national. Vous avez d'ailleurs vu les images qui ont défilé en Mondovision. Et dans une déclaration faite aux médias, l'ex-président de la Côte d'Ivoire a souhaité que ce dialogue national soit encadré par des organisations internationales. Une fois de plus, Carole Nekwa pour les détails. L'ancien président et principal opposant de la Côte d'Ivoire, Henri Konan Bédié, a mis fin au régime de transition proclamé à la suite de la présidentielle du 31 octobre 2020. Dans une déclaration faite aux médias le 9 décembre dernier, il a appelé au dialogue national. Dans sa déclaration, l'ancien président a proposé urgemment, et ce, en accord avec toute l'opposition, l'organisation d'un dialogue national qui verra la participation de toutes les forces vives de la nation. Cela remplacera évidemment le Conseil national de transition que l'opposition ivoirienne avait initialement proposé. Henri Konan Bédié a dit souhaiter que ce dialogue national, qui devra être encadré par des organisations internationales comme l'ONU, aborde des sujets clés. Il a par ailleurs à cet effet
citer l'élaboration d'une constitution consensuelle, la mise en œuvre d'un véritable processus de réconciliation qui prendra en compte le retour des exilés et la libération des prisonniers politiques et militaires, mais aussi l'organisation des élections présidentielles transparentes, crédibles et inclusives. L'ex-chef d'État ivoirien a précisé que cette lutte prendra en compte les marches et toutes les autres formes de démocratique de la résistance. Il a saisi de l'occasion pour annoncer qu'une marche pour le dialogue et la paix se tiendra dans les prochains jours. Il faut rappeler que cette fin du régime de transition intervient quelques semaines après la rencontre du président Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié. Une rencontre qui avait permis à ces deux hommes de briser le mur de glace et de rétablir un climat de paix dans le pays. Car il faut souligner que depuis 30 ans qu'ils sont rivaux sur la scène politique, c'était la toute première fois que les deux hommes se rencontrent. Des militaires éthiopiens ont ouvert le feu sur une équipe de l'Organisation des Nations Unies mardi dernier, donc mardi 8 décembre 2020. Le gouvernement qui ne refute pas cette accusation a indiqué que l'ONU, dans son plan d'aide humanitaire, n'avait pas un accès sans limite à la zone du Tigré en conflit. Avec 51,59% des voix, Nana Akufo-Addo a été élu à la tête du Ghana. L'annonce a été faite hier mercredi. Il bat ainsi pour la troisième fois son rival historique en politique, John Mahama. Blanchard Tcherissop nous en dit plus. Le président ghanéen Nana Akufo-Addo a été réélu hier face à son rival politique historique, John Mahama, qu'il affrontait pour la troisième fois à l'issue d'un scrutin extrêmement serré. Jean Adokwe Mensa, président de la commission électorale, l'a annoncé dans une vidéo diffusée en direct sur les réseaux sociaux. Nana Akufo-Addo remporte la victoire avec 51,59% des voix contre 47,36% pour son adversaire. La tension était montée d'un cran depuis le jour de vote, occasionnant la mort de 5 personnes dans des incidents isolés dans ce pays érigé en modèle démocratique en Afrique de l'Ouest. John Mahama avait par ailleurs dénoncé mardi des fraudes électorales présumées. Il avait également accusé son rival d'utiliser l'armée pour tronquer le verdict des urnes. En Éthiopie, une équipe de l'ONU a été la cible de tirs des forces pro-gouvernementales mardi dernier. Le pays, qui refuse avoir accordé un accès sans restriction à cette zone en conflit aux Nations Unies, a reconnu que ses militaires avaient tiré sur une équipe de l'organisation. Les Nations Unies et les organisations humanitaires se disaient déjà mardi de plus en plus inquiètes de la situation au Tigré. Le gouvernement a affirmé que les membres de cette équipe ont forcé 2 barrages pour se rendre rapidement dans des zones où ils n'étaient pas censés aller et où il leur avait été demandé de ne pas aller. Au moment où ils allaient franchir le 3e barrage, ils ont essuyé des tirs et ont été arrêtés. Après leur capture, ils ont été relaxés. Nous l'avons relevé en titre tout à l'heure. Au Nigeria, 10 000 personnes sont estimées mortes en détention depuis 2021. C'est ce que le rapport de 67 pages publié mardi dernier par Amnesty International relève. Ce rapport décrit la double peine que subit la population persécutée par des djihadistes et des personnes âgées confrontées aux violences de Boko Haram. Nous écoutons une fois de plus Carole Nekwa. Selon le rapport publié le 8 décembre dernier par Amnesty International Nigeria, le traitement subi par les personnes âgées dans l'état de Borno s'apparente à des crimes de guerre. Dans une enquête menée par Joanne Mariner, directrice sur les situations de crise à Amnesty International, le traitement subi par les personnes âgées dans l'état de Borno est considéré comme des crimes contre l'humanité. Car lorsque les populations fuyaient leur village, menacées par l'avancée des djihadistes, les personnes âgées qui sont restées sur place dans l'espoir de continuer à cultiver leurs champs afin de se nourrir ont trouvé la mort massacrée chez eux. Toujours dans son rapport de 67 pages, Amnesty International révèle que des hommes et des femmes ont été détenus illégalement dans des conditions inhumaines pour des périodes allant de 4 mois à 5 ans alors qu'ils fuyaient les zones contrôlées par Boko Haram. L'ONG estime que 10 000 personnes sont mortes en détention depuis 2011 dans la caserne de Giwa à Maïdougouri et dans d'autres lieux de détention de l'armée.
Il faut rappeler qu'avant cette sortie de Amnesty International hier, le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo avait annoncé sur son compte Twitter le 7 décembre dernier, soit un jour avant la sortie de l'ONG, que les États-Unis avaient désigné le Nigeria comme un pays préoccupant au titre de la loi internationale sur la liberté religieuse de 1998 pour avoir commis des violations systématiques, continues et flagrantes de la liberté religieuse. Face à toutes ces accusations extérieures sur le Nigeria, l'on serait tenté de se demander s'il n'y a pas un soupçon de vérité. Pour l'heure, le Nigeria, à travers son président après la dénonciation il y a quelques semaines de l'existence des prisons secrètes par une organisation de défense des droits de l'homme, la Convention nationale des droits de l'homme a pu visiter quelques prisons de la ville, notamment deux. Régine Linda revient sur cette actualité. Il y a de cela quelques jours, la Convention tchadienne de défense des droits de l'homme avait annoncé la découverte d'une prison secrète de l'Agence nationale de sécurité. La Commission nationale des droits de l'homme a indiqué avoir visité deux prisons de l'Agence nationale de sécurité, l'organisme présenté comme la police politique du régime. Une visite qui fait suite aux dénonciations des conditions de détention des prisonniers dans ces cachots qui ne relèvent pas de l'administration pénitentiaire par la Convention tchadienne pour la défense des droits de l'homme. Si le gouvernement, lui, parle de cachots où les détenus sont très bien traités, des anciens pensionnaires de ce centre de détention avaient témoigné recevoir un traitement inhumain. Une information que le gouvernement a totalement démentie en la qualifiant d'allégation mensongère et malveillante. Selon le ministre tchadien de la Communication, Chérif Mahamad Zen, les accusations sont dénuées de tout fondement car les supposées prisons secrètes sont connues de la Croix-Rouge et de la justice tchadienne qui effectue régulièrement des visites. On ne sait pas combien de prisons discrètes dispose la chambre de renseignement, mais la situation n'est pas aussi dramatique que l'on croit dans ces prisons, indique le président de la Commission nationale des droits de l'homme. Par ailleurs, il demande au gouvernement de recadrer l'Agence nationale de sécurité afin d'éviter les abus d'autorité dont se plaignent beaucoup de citoyens. Le Cameroun a officiellement lancé le championnat des jeunes le dimanche 20 décembre 2020 dans un communiqué signé le 9 décembre 2020 par le secrétaire général de la Ligue de football des jeunes du Cameroun, Michel Kaham. Il est porté à la connaissance de tous les clubs qualifiés pour les championnats des jeunes 2020-2021 que le lancement officiel aura effectivement lieu le dimanche 20 décembre 2020, comme le soulignons, au stade annexe au Misport de Yaoundé. Il est bien noté que les toutes premières journées se disputeront ce même jour à travers le triangle national. Madame, Monsieur, c'est sur cette note sportive que nous mettons un terme à ce journal. Merci d'avoir écouté. Restez en compagnie des programmes de Reflet d'Afrique Télévision. Rendez-vous demain, 20h.